Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seul, l'impression de n'avoir personne sur qui compter, de n'avoir aucun ami, de te sentir inutile aux yeux du monde, un peu comme si ton existence n'a aucune valeur? Personnellement, ma première expérience de la solitude, c'était quand à l'école j'avais subi de l'harcèlement. Et en fait, dans ce genre de moment, t'as l'impression de ne pas être compris, t'as l'impression d'être exclu du groupe et d'une certaine manière de ne compter aux yeux de personne. Un peu comme si le monde était contre toi et que tu n'as plus aucune valeur sociale, si je puis dire. C'est comme si le monde ne se souciait plus de toi. Et ce dont je m'étais absolument pas rendu compte à ce moment-là, c'est que j'expérimentais pas encore ce que j'appelle la vraie solitude, celle qui peut littéralement tuer un humain. Il y avait une période de ma vie où mes journées, en gros, ça se résumait à faire trois choses. Dormir, me lever et manger. C'était une période où j'étais très seul et justement, en fait, dans cette période-là, j'étais étudiant. Et dans ces moments-là, j'étais dans une forme de boucle dépressive où en fait, je tournais en rond. C'est-à-dire que j'avais aucune activité sociale et mes seules activités, c'était me lever, dormir et manger. Et je faisais ça en fait en boucle. Et c'est assez bizarre et seules les personnes qui l'ont vraiment expérimenté peuvent relate à ce que je vais dire. Si, par exemple, tu es une personne qui a connu une période de solitude poussée à l'extrême, et ben, seules les personnes qui l'ont expérimenté pourront se reconnaître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te sentir tellement seul que tu as l'impression de ne plus exister. C'est un peu comme si ton existence était dépendante des relations sociales que tu as et que lorsque tu es coupé de toute relation sociale, tu ne peux plus exister lorsque tu es coupé de ces relations-là. Et en fait, moi, j'avais littéralement cette impression-là. C'est comme si, j'ai envie de dire, j'étais en manque d'affection, mais en même temps, c'est comme si j'avais l'impression que je n'existais plus. J'ai même envie de dire qu'à ce moment-là, t'as littéralement, en fait, tu préfères mourir que de continuer à vivre d'une manière solitaire. Je trouve ça fou parce qu'en fait, quand tu vas dans des milieux sociaux, comme par exemple à l'école, au travail, c'est très facile de se faire des connaissances. Mais c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis sur qui tu vas vraiment pouvoir compter sur le long terme. La plupart des gens que tu vas rencontrer, c'est juste des gens que tu rencontres par défaut et il n'y a pas vraiment de connexion en fait. C'est juste bonjour, au revoir, tu fais quoi? Enfin, je sais pas si t'as un collègue de travail, généralement tu vas pas être meilleur pote avec lui quoi. Et puis tu t'en fous. Et puis la plupart des gens, d'ailleurs dans ce genre de milieu, c'est des gros hypocrites. Moi, à cette époque-là, quand je me sentais très seul, j'aurais voulu avoir des gens avec qui faire des activités. Parce qu'en fait, j'avais personne avec qui sociabiliser, en fait. J'avais personne avec qui faire des activités. Donc en fait, ma vie se résumait uniquement à moi. Et quand je dis que ma vie se résumait uniquement à moi, c'est-à-dire que mon quotidien n'avait aucun sens. C'est-à-dire que quand je me levais, bah en fait, je sais même pas pourquoi je me levais en fait. D'habitude, les gens, quand ils se lèvent, c'est souvent pour aller dans des contextes sociaux, pour aller voir des potes, je sais pas, aller dans une réunion. Mais moi, j'étais dans une phase d'isolement qui est telle que j'avais pas ça en fait. Et du coup, en fait, j'avais aucune réelle raison de sortir de chez moi. Et je trouve ça dur parce que pour les personnes qui le vivent actuellement, quand t'as aucune raison de sortir de chez toi, quand t'as aucun lieu, quand t'as aucun refuge où tu peux aller et où tu sais que tu vas trouver des gens de confiance, en fait, c'est une sensation qui est indescriptible et c'est un mal-être qui est même pire que la pire douleur physique, j'ai envie de dire. C'est comme si en fait la douleur que tu ressentais, elle était tellement forte que tu la ressens à un moment donné physiquement. Et que c'est plus forcément une douleur mentale du style je me sens mal. Non, genre c'est je me sens mal aussi physiquement. C'est-à-dire que mentalement et physiquement, tu te sens mal. Et moi, c'était mon cas à cette époque-là. Et littéralement, en fait, dans ma vie, je préférais dormir que de me lever. C'est-à-dire que j'arrivais à un moment où, en fait, je préférais la douceur du sommeil à la douleur d'un éveil solitaire. Et donc, le plus paradoxal, c'est que même si j'allais dans des lieux sociaux, comme par exemple à l'école ou à l'époque quand je travaillais en tant qu'étudiant, eh bien, en fait, je me sentais toujours seul. Et c'est très paradoxal. Tu peux aller dans un endroit X, voir des gens, rencontrer des gens, mais pour moi, ça restera juste des connaissances. Et à partir du moment où t'es pas capable de connecter avec cette personne sur un plan émotionnel, bah, en fait, tu te sentiras toujours seul. Et ça ne change en rien, ça ne va changer en rien ta solitude. C'est pour ça que j'ai envie de dire en fait à toutes les personnes qui disent que ouais c'est simple, juste sors dehors et va faire des rencontres. Non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que en tant qu'humain, toi qui m'écoutes, tu peux pas être avec tout le monde. Il y a des moments où tu voudras faire des rencontres, tu vas essayer de sociabiliser, de vouloir te faire des amis, mais tu ne pourras pas
être ami avec ces gens-là parce que vous n'êtes tout simplement pas compatibles. Et c'est pour cette raison que je fais une distinction entre la connaissance et l'amitié. Et justement, aujourd'hui, en fait, la plupart des gens, ils ont juste des connaissances. Ils n'ont pas d'amitié. Je veux dire, la plupart des gens n'ont pas des gens avec qui se dire viens, on va faire un truc, mais qui ne relèvent pas forcément de la productivité ou de la, je sais pas, de la compétitivité. Aujourd'hui, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont que uniquement, en fait, ils ont leur chez-soi, le travail. Et en fait, ils alternent entre les deux. Mais ils n'ont pas cet espace, justement, qui est dédié au partage et qui est dédié, on va dire, à une certaine forme d'entraide. Je suis chez moi, je vais au travail, je reviens, et c'est tout en fait. Et ça s'arrête là en fait. C'est-à-dire que les seuls environnements qu'ils ont, ils n'ont aucun environnement social où ils ont le droit d'être vulnérables. La dernière fois, je discutais avec un ancien garagiste de ça, et il me disait qu'il travaillait pour une entreprise. Et dans cette entreprise-là, les gens étaient extrêmement bruts. C'est-à-dire que ils te parlaient mal, que ce soit entre collègues, ça parlait derrière le dos, derrière son dos. Enfin, même le patron, il était insolent. Enfin, bref, je sais pas, quand il faisait une erreur, il disait « Ouais, mais t'es un qu'est-ce que tu fais, espèce d'enfant ?» Tu vois, vraiment un contexte, on va dire, un contexte violent d'une certaine manière. Un contexte qui n'est pas un contexte où tu peux exprimer ta vulnérabilité. Ce qu'il me disait en fait, c'est que lui en fait il a détesté ce milieu-là parce qu'en fait c'était vraiment un milieu où en fait il n'y a aucune bienveillance. C'est exactement le mot que je voulais trouver. Il n'y a aucune bienveillance dans ce milieu-là. Et je vais un peu transposer ça à toutes les personnes qui ont un travail, c'est que généralement dans le milieu du travail, tu vas pas trouver et parfois aussi à l'école, tu vas pas trouver ce cercle où tu as le droit d'être vulnérable avec des gens. Ce sera forcément un cercle où ça va parler derrière ton dos, où ça va dire ouais t'as vu celle-là ou celui-là il est comme ça, ou ton patron il va te donner des ordres. C'est un milieu qui est très hostile. Et justement, je pense que la plupart des gens sont en manque de milieu où il y a une certaine forme de bienveillance. Et dans son discours, lorsque j'étais en train de parler avec cet ancien garagiste-là, j'avais vraiment l'impression que, en fait, il n'était pas accepté pour qui il est, mais il était accepté pour ce qu'il fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, lorsque tu vas dans un milieu où tu es uniquement accepté en fonction de ce que tu fais, et ben en fait, dès que tu fais une erreur, on va te taper sur le doigt et on va te dire non, c'est mauvais, t'es un enculé, tu fais mal les choses, va te faire Et en fait, on va être ultra violent avec toi sans aucune raison. Et je pense en fait que la plupart des gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'endroit où ils peuvent être qui ils sont sans pour autant avoir la pression d'un patron, avoir une sorte de pression psychologique, que ce soit de la part des autres ou que ce soit de la part d'un patron, d'une entité qui est supérieure. In our parents' generation and almost every generation before that, there were three places: work, home, and social gatherings. If you had a shitty day at work, you could look forward to going to the pub after work with your friends. Or if you get into an argument with your wife, you could go to the golf course and hang out with your buddies. Every single generation before ours had this third place of gathering besides us. Nowadays, most people do not have three places, they have two and sometimes even one. Either work and home, or sometimes just home because people work from home. Je sais pas si tu connais la série Friends, c'est une série américaine qui est un peu ancienne, et cette série représente exactement ce concept-là. Une third place, c'est vraiment ce concept que tu vois dans les films où en fait t'as des amis qui sont entre eux et qui décident, je sais pas, d'aller au cinéma, d'aller faire de la randonnée ou de faire un pique-nique et juste de discuter de tout et de rien. Une third place, en fait, c'est pas forcément un endroit physique. Ça peut s'apparenter à un endroit physique, comme par exemple à une bibliothèque, un café, un centre communautaire ou autre. Mais généralement, je dirais que la third place, le troisième endroit, c'est un peu moins stylé, prend naissance lorsque plusieurs personnes se regroupent et sont connectées entre eux et vont communiquer non pas dans un but de productivité ou dans le but de faire de l'argent, non, mais dans le but, on va dire, d'élever leur conscience, dans le but de se réunir et de partager un moment, de partager quelque chose. C'est pour ça en fait que la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai compris ce concept de third place, c'est la série Friends. Même si j'ai pas regardé tous les épisodes, mais dans cette série, en tout cas les images que j'ai en tête de cette série, de ce que j'ai regardé, la third place, c'est cet endroit où tu te réunis avec tes potes. C'est un endroit de partage en fait. C'est un endroit où tu peux juste exprimer ta personnalité. Et moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup ça, en fait. Et je pense que c'est ça qui me manquait, et c'était exactement ce que je voulais dire quand je disais que je me sentais seul. C'est-à-dire que je manquais d'un espace où je peux être moi-même sans être jugé. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui en France, et
même dans d'autres pays, hein, dans les pays modernes, ils ont pas en fait cet espace-là. C'est-à-dire en fait que leur journée, ça se résume à aller au travail, revenir à la maison, mais au final, t'as personne avec qui communiquer, t'as personne avec qui partager des moments de réussite comme des moments, on va dire, de faiblesse. À un moment donné, moi, j'étais dans une solitude qui est telle que, bah en fait, je faisais ce que j'avais à faire, je rentrais à la maison et j'avais personne avec qui partager des choses. Je faisais toujours tout seul. J'allais à la salle de sport tout seul. Je regardais des films tout seul. En fait, à un moment donné, la vie commençait à devenir fade. Comme si tout était répété, tout était répétitif, tout était robotique. Et il n'y avait pas vraiment de vie dans ce que je faisais, en fait. Et au fur et à mesure que que je me suis ouvert au monde et que je suis devenu beaucoup plus sociable, je me rends compte qu'au final, en tant qu'humain, même si certaines personnes vont dire le contraire, le plus important, c'est pas forcément la réussite individualiste, mais le plus important, c'est le partage. Tu seras beaucoup plus heureux lorsque tu seras capable de partager des choses avec des gens qui te correspondent qu'en faisant tout seul. Et à un moment donné, le pire, c'est que j'essayais de me convaincre que ma solitude était bénéfique. Alors qu'au final, c'était plus une solitude subie. Je subissais ma solitude. Alors que j'essayais de me prouver le contraire. J'essayais de me convaincre que non, c'est quelque chose de bénéfique, tu n'as pas besoin des autres pour être heureux, fais tes choses tout seul, quoi, en gros. Il y a un moment je me rappelle, c'était au collège. Il y a un moment où, du coup, je me sentais extrêmement seul et j'enviais un peu les personnes qui avaient des amis, en fait. J'enviais les personnes qui avaient ce concept de troisième endroit où, en fait, ils peuvent se réunir entre eux et se dire, venez, on fait telle sortie, venez, on fait telles activités. Moi, j'étais toujours très seul, j'étais beaucoup dans mon coin et j'aurais voulu avoir des amis comme ça, en fait. C'est-à-dire, pas des connaissances, pas des gens juste que tu vois à l'école et t'es juste ok, bonjour, au revoir, merci, bye bye. Mais genre, tu sais, des gens avec qui tu peux tout et rien faire à la fois. Et je pense qu'en tant qu'adulte, si tu n'as pas ça actuellement, eh bien, en fait, pour moi, ça peut que te détruire, en fait. Pour moi, je pense que c'est indispensable pour un adulte, et même pour un adolescent, même. Je vais même pas mettre de tranche d'âge. C'est important d'avoir cet espace de vulnérabilité. Que ce soit pour un enfant, pour un adolescent, pour un adulte, pour un jeune adulte, peu importe. C'est important d'avoir un espace où tu peux juste être qui tu es. Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une société qui essaye de nous faire croire que tu seras obligatoirement aimé pour ce que tu as ou pour ce que tu fais. Et moi, le piège avant, c'était que comme je me sentais vraiment seul, et ben en fait, je pensais que pour être aimé, il fallait forcément que je prouve quoi que ce soit. Il fallait forcément que je prouve que je suis le meilleur ou que je prouve que je prouve que je peux apporter à cette personne. Et pour moi, la vraie connexion, c'est t'as pas besoin de prouver. T'as pas besoin de dire oui, j'ai ça. Il y a beaucoup d'adultes, il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont en mode, bah, je sais pas, pour aller plaire à une femme, je vais lui montrer, j'ai beaucoup d'argent, du coup, tu vas forcément m'aimer. Non, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est juste une relation extrêmement superficielle. Le vrai amour, pour moi, c'est... Et quand je parle d'amour, je parle pas que de l'amour romantique, je parle de l'amour dans sa globalité avec un grand A. Le vrai amour, c'est tu es aimé pour ce que tu es. Et toi qui m'écoutes actuellement, si par exemple, et je sais que ça va paraître c'est un concept qui est très difficile à comprendre, mais tu ne seras jamais aimé pour ce que tu as ou pour ce que tu fais. Ce n'est pas de l'amour. Là, le vrai amour, il est point barre. Tu es aimé pour ce que tu es. Et moi, avant, je tombais dans le piège où je pensais en fait qu'il fallait que je prouve pour être aimé, qu'il fallait que je donne de ma personne. Il fallait que je sois en quelque sorte utilisé pour être aimé. Il fallait que je prouve ma valeur, entre guillemets, pour être aimé. Et que si je ne prouve pas ma valeur, bah alors je ne peux pas être aimé. Je pense qu'on a aussi beaucoup cette notion dans les mouvements masculinistes, c'est-à-dire que en gros, un homme ne sera jamais aimé inconditionnellement, mais soi-disant, une femme aimée inconditionnellement. Enfin bref, c'est un peu du bullshit. Mais faut comprendre que en tant qu'humain, tu n'as pas besoin de prouver pour être aimé. Tu es aimé, tu es déjà aimé parce que tu es là. Et quand tu comprends ça, tu comprends que les personnes avec qui tu auras une vraie connexion, c'est des gens qui seront là pour qui tu es et non pas pour ce que tu as ou pour ce que tu peux apporter. C'est pas des gens qui vont être là parce que, par exemple, je sais pas, supposons que tu es un étudiant, c'est pas des gens qui vont dire bah oui, vas-y, viens, on traîne ensemble, passe-moi les devoirs. Non, c'est des gens qui, même lorsque il y a aucune raison de se voir, il y a aucune raison de se fréquenter, il y a aucun échange, c'est des gens qui seront quand même là. C'est des gens qui seront capables de te fréquenter même si tu n'as rien à apporter, entre guillemets, d'une manière productive. Et selon moi, aujourd'hui, la plupart des gens,
Enfin, il y a beaucoup de gens, on ne pourra pas les compter, mais il y a beaucoup de gens qui pensent être dans des relations où ils sont réellement aimés, mais en réalité, ils sont dans des relations uniquement par intérêt et qui sont uniquement portées sur la superficialité. Et moi, avant, c'était le cas, en fait. J'avais pas cette third place, cet endroit, cette safe place, cet endroit de vulnérabilité. Et tout ce que je faisais quand je voulais être aimé, à chaque fois, en fait, je me disais que pour être aimé, il faut que je prouve, il faut que je donne quelque chose forcément qui va servir à l'autre personne, alors qu'au final, pas du tout. C'est pas de l'amour. Le vrai amour, il est là, même lorsque tu n'as rien. Et c'est pour cette raison que je trouve ça triste, parce que je pense que c'est extrêmement dur lorsque t'as pas cet endroit où tu peux juste être aimé pour ce que tu es. Bon, maintenant que je t'ai raconté mon expérience personnelle avec la solitude, il est temps de comprendre qu'est-ce qui cause cette solitude à une échelle plus globale. Et pour commencer, on va parler du capitalisme. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'avais la bourse du Crous et je crois que j'avais genre 100 € de bourse. Et à ce moment-là, en fait, j'aurais aimé sortir, je sais pas, faire de nouvelles activités, voyager et juste rencontrer de nouvelles personnes. Mais à ce moment, quand t'as pas d'argent, en fait, tu peux pas, en fait, t'es juste bloqué là où t'es. T'es juste bloqué chez toi et en fait, bloqué avec des gens qui peut-être ne te correspondent pas vraiment. T'as l'impression d'être mis à l'écart, en fait. T'as l'impression d'être mis de côté. T'as l'impression d'être un peu rejeté par la société. Et ça, justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait, qui pointent du doigt aussi que, oui, il y a aussi le capitalisme qui joue un rôle important dans la solitude des gens. Parce que forcément, quand t'as pas d'argent pour te déplacer, pour sortir, pour voyager, pour aller faire de nouvelles activités, tout ça, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Même aller à l'école, ça coûte de l'argent. Moi, à l'époque, quand j'étais en primaire ou au collège, on me disait « L'école, c'est gratuit, donc venez tous les jours. » Mais non, allez vous faire foutre. L'école, c'est pas gratuit, c'est putain de payant. Et c'est qui paye? C'est nos parents, avec les impôts. Donc en fait, rien n'est gratuit. Et donc, quand t'arrives dans un milieu, dans un endroit où t'as pas d'argent, en fait, c'est très compliqué de sociabiliser et d'interagir avec les gens, tout simplement parce que t'as aucun moyen de sortir. Aujourd'hui, tout coûte des sous. Tu veux aller n'importe où, ça coûte de l'argent. Tu veux manger, ça coûte de l'argent. Tu veux dormir, ça coûte de l'argent aussi si t'as pas de chez toi. Tu veux aller faire du sport, ça coûte de l'argent. Tu veux te faire plaisir, ça coûte de l'argent. Tu veux voyager, ça coûte de l'argent. L'argent est omniprésent partout. Oui, le capitalisme joue aussi un rôle dans la solitude de nombreuses personnes. Et c'est juste la vérité, en fait. Parce que moi, honnêtement, dans un monde imaginaire où tout est juste, où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes chances, je pense que tout le monde devrait avoir le droit de sortir de chez soi, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, de sociabiliser, de se faire plaisir parfois, et juste en fait de vivre sa vie comme un être humain en fait bien constitué et normal. Mais malheureusement, lui, le capitalisme, en fait, il s'en fout. Ce même capitalisme qui pousse les gens à tomber dans la consommation excessive, à leur faire croire que le monde n'est que réussite individuelle, argent, notoriété et plaisir à gogo, quitte à cracher et bafouer son prochain du moment qu'on s'élève socialement. Au final, je vous pose la question à vous, et en toute honnêteté, est-ce que ce serait pas lui, le coupable de tous les maux ?